est un graphe. Le cerveau est un graphe. Bonjour, je suis Sylvain Doré et on va attaquer donc la troisième, si je compte bien, série de vidéos donc qui reprend notre exploration des graphes. Alors la semaine dernière, donc on en était arrivé au fait que les graphes donc sont extrêmement utiles en tant que visualisation pour transmettre de l'information. Et je vous avais interrogé sur le fait, est-ce que quand le graphe devient trop complexe, le cas notamment du cerveau, est-ce que ça veut dire que on ne peut plus l'exploiter, que à partir de ce moment-là, ça ne sert plus à rien? Et donc, en fait, c'est tout le contraire. Et pour vous expliquer pourquoi et ce qu'on peut faire avec des graphes beaucoup plus complexes, il va falloir que vous fassiez la connaissance de Léonard Euler. Donc Léonard Euler, vers 1700, qui était un astronome, ingénieur et accessoirement mathématicien. Au passage, Sylvain, si tu nous écoutes, erreur, débutant je suppose, mais les petites touillettes pour le café que t'as mis dans les mugs que du web, c'est pas top, ça donne un drôle de goût au café, à éviter. Donc, Léonard Euler, qui était un mathématicien suisse reconnu à l'époque, et les habitants de la petite ville de Königsberg sont venus lui soumettre une énigme à propos de leur balade dominicale. Donc, c'était une habitude qu'avaient les habitants de la ville à l'époque, et le but du jeu, si on peut dire, c'était de se balader dans la ville et d'essayer d'emprunter tous les ponts sans passer 2 fois par le même pont. Et donc, est-ce que c'était une énigme qu'il était facile de résoudre ou pas? Ils n'avaient pas réussi eux-mêmes à trouver une solution, et donc ils sont venus voir le mathématicien reconnu de l'époque en lui posant la question. Et sur le moment, Euler les a envoyés promener, c'est le cas de le dire, il avait d'autres choses en tête, et pour lui ça lui semblait quelque chose de tellement simple que ça valait pas la peine de s'y attarder. Mais l'idée et l'énigme a continué à lui trotter dans la tête, à un tel point que il a fini par se rendre compte que c'était loin d'être aussi simple que ce que ça en avait l'air, et que ce problème n'était soluble ni par le calcul, ni par la géométrie. Ça lui a trotté en tête pendant 1 an, et il a fini par écrire ce qui a été les bases d'une nouvelle branche des mathématiques, la théorie des graphes. Donc, pour continuer un petit peu l'histoire, donc la théorie des graphes est donc représenter les différentes terres et îlots par des nœuds et les ponts par des liens entre les nœuds. La conclusion d'Euler, après avoir donc construit toute une théorie mathématique complexe pour mettre le problème en équation et le résoudre donc avec cette nouvelle théorie, a été que dans le cas de la ville de Königsberg, ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas faire sa balade en empruntant tous les ponts une fois et une seule. Il aurait fallu, pour que ce soit possible, par exemple, ajouter un 8e pont. Donc, pour la petite histoire, c'est quelque chose qui a fini par se passer. Les habitants de Königsberg ont fini par construire un 8e pont qui rendait possible la balade, qui s'appelle d'ailleurs un chemin eulérien. Quand dans un graphe, on se promène en suivant un seul lien, en ne passant par un lien qu'une seule fois, c'est devenu une propriété du graphe, ça s'appelle un chemin eulérien. Manque de pont, il y a une guerre qui est passée par là, plusieurs ponts ont été détruits, et aujourd'hui, donc on peut se balader dans Königsberg, qui a changé de nom depuis, mais on peut se balader dans Königsberg en suivant un chemin eulérien, puisque aujourd'hui il n'y a plus que 5 ponts, mais dans une configuration qui permet justement ce type de balade. Donc, 1735, Léonard était un génie,
ceux qui connaissent, petit clin d'œil à la BD de Turc et de Groth, qui est franchement excellente. Donc on avait le graphe comme visualisation, et depuis Euler et la théorie des graphes, le graphe est devenu un outil mathématique à part entière, et un outil extrêmement puissant avec tout son lot de propriétés, d'algorithmes, etc. Et c'est sur cette théorie qu'est bâti le web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour en revenir à un exemple concret, cas d'un site web, voici un exemple de ce que permet l'objet mathématique. On a ici la représentation d'un site web sous forme de graphe, donc les pages, les pages sont des nœuds. Les liens entre les pages sont représentés ici par les arêtes du graphe. Et on a quelque chose, donc c'est pas encore un site trop complexe, hein, c'est un site relativement simple, standard. On a quelque chose qui visuellement est complexe à appréhender, on a du mal à voir ce qui se passe. Ce que nous permet l'objet mathématique, le graphe en tant qu'objet mathématique, c'est de réduire cette structure complexe en un arbre bien choisi. Donc on a supprimé énormément de liens pour ne garder que les liens significatifs. Et dans ce cas-là, on est passé de quelque chose qui est fouillis, qui est illisible. Typiquement, c'est là encore, c'est organisé d'une certaine manière, mais c'est ce qu'on obtient sous GEFI quand on lance la visualisation de son site. On a un tas de spaghettis, on a du mal à en faire quelque chose. À quelque chose qui est lisible, qui est compréhensible, qui met en évidence certaines structures et qui permet directement, comme ça, du premier coup d'œil, quand on a la grille de lecture, de détecter certaines erreurs. Par exemple, ici, on voit directement des problèmes de pagination avec toutes ces pages qui se suivent à la queue leu-leu. Ou encore, si on était en mode interactif et qu'on regardait ces 3 pages ici, qui sont des pages de type tag ou archive d'auteur, de mettre en évidence du contenu dupliqué sur des pages, qui plus est, qui concentrent énormément de jus. Donc, on va continuer avec d'autres applications SEO de cette théorie des graphes et un algo incontournable. Donc c'est pour ça que j'ai ce t-shirt aujourd'hui. L'algorithme du PageRank. L'algorithme du PageRank, donc d'après non pas les pages web, mais Larry Page, un des cofondateurs de Google, et c'est un algorithme donc de théorie des graphes qui a pour objectif de compenser le poids des facteurs on-page. Avant Google, c'était tout ce qui est on-page, contenu, meta-keywords, titres, etc., qui faisait l'intérêt ou pas d'une page pour le moteur. À partir de Google, ce sont les liens en tant que vote pour une page donnée qui ont pris le relais, et donc un signal externe, a priori moins manipulable, en tout cas ce que pensait Google à l'époque, puisque depuis on se rend bien compte, tous les SEO savent que les liens sont un signal qui est manipulable, même relativement facilement. Mais donc cet algorithme, avec les liens comme vote de confiance pour des pages, pour des sites, est au cœur de Google, et c'est à la fois une de ses grandes forces et peut-être sa plus grande faiblesse. Et cet algorithme du PageRank, souvent, et en tout cas parmi les SEO, est mal compris. Alors, pourquoi est-ce qu'il est mal compris ? En fait, on a 2 approches différentes pour calculer le PageRank. La première approche, c'est celle du surfeur, le surfeur aléatoire. C'est l'approche historique, celle qui a été décrite dans le brevet de Google. Et donc on considère donc les internautes comme des surfeurs qui se déplacent de page en page en suivant au hasard un lien depuis la page sur laquelle ils se trouvent. Je suis sur une page, j'ai 10 liens différents, je choisis un des liens, je me rends sur la page désignée par ce lien. Ce paradigme, cette méthode de calcul
du PageRank par le surfeur aléatoire donne une densité de probabilité du surfeur sur une page donnée. Et en général, quand on parle de probabilité, tout le monde fronce les sourcils, ça fait peur, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender de manière intuitive. Et du coup, on a facilement tendance à se reporter sur l'autre méthode de calcul, qui est un calcul par diffusion. Donc, le calcul par diffusion, c'est que on attribue au départ le même poids à toutes les pages du site, et ensuite, c'est une méthode itérative où, à chaque étape, on va prendre le poids d'une page donnée et le distribuer de manière égale à toutes les pages désignées par ces liens. Donc, c'est quelque chose de plus simple à comprendre, c'est de là que vient l'idée qu'un lien vers une page pousse cette page, sauf que c'est faux quand on y pense comme ça, puisque là, on ne pense qu'à une étape dans l'algorithme, on oublie que c'est quelque chose d'itératif, et qu'il faut aller jusqu'au bout pour que les itérations convergent pour avoir une valeur fiable et qui rejoint celle du surfeur aléatoire, puisque, quelle que soit la méthode de calcul, c'est le même objet mathématique qui est derrière, on obtient les mêmes résultats. On peut donc raisonner avec l'un ou l'autre, c'est strictement pareil. Donc, pourquoi est-ce qu'on se plante ? Pour comprendre mieux comment ça marche, il faut voir comment fonctionne l'algorithme. Donc, c'est ce que nous dit Donald Knuth. Un algorithme doit être vu pour être cru. Et là, je vais tout à fait dans son sens, puisque si on ne sait pas, si on ne voit pas ce que fait l'algorithme, forcément, on est cuit. Alors, ce que je vous conseille de faire pour visualiser et comprendre ces deux aspects de calcul, ces deux facettes de calcul du PageRank, c'est un outil qui s'appelle NetLogo. C'est Thomas Kubel qui m'en a parlé la première fois, et c'est vraiment quelque chose d'excellent pour voir ce qui se passe avec les différentes méthodes de calcul. Donc, on choisit un réseau, donc ici on a un réseau par défaut, donc qui n'est pas un site web, mais peu importe, avec une certaine distribution des pages et des liens. On peut choisir le type de méthode de calcul, donc soit le surfeur aléatoire, soit ici on était dans le cas de la diffusion. Le facteur d'amortissement qu'on laisse par défaut à 0,85, ce sont les 15% de chance qu'a le surfeur aléatoire de se téléporter sur une autre page. Bon, ça c'est un paramètre technique, on peut l'ignorer. Et dans le cas des surfeurs aléatoires, on peut régler le nombre de surfeurs aléatoires. Plus on va mettre de surfeurs aléatoires en même temps sur le réseau, et plus ça va converger vite, plus on va calculer vite. Et ce qui est intéressant, donc je vous invite à télécharger NetLogo et à tester les différents exemples avec les deux méthodes. Il n'y a que l'expérience qui va vous permettre de voir ce qui se passe et de comprendre vraiment le cœur de l'algorithme. Et donc on peut avancer pas par pas. Et quand on avance pas par pas, donc ici j'étais dans la méthode par diffusion, par exemple, donc tout le monde avait le même poids, j'ai lancé une itération, toutes les pages ont donné une partie de leur PageRank à la page qui était désignée, et là, à la première étape, ce sont ces deux nœuds-ci qui récupèrent l'essentiel du PageRank. Et c'est là où c'est trompeur, parce que c'est comme ça qu'on raisonne de manière habituelle. Ces pages-là ont beaucoup de liens entrants, donc ce sont elles les plus importantes, ce sont elles qui reçoivent le jus. Sauf qu'on oublie les itérations, et quand on oublie les itérations, on se plante, et notamment dans ce cas-ci, c'est le cas, puisque cette page ici va récupérer finalement, quand ça se sera stabilisé, beaucoup de PageRank. Donc faites vraiment les essais, téléchargez NetLogo, faites les essais, je suis sûr que vous allez comprendre plein de choses. Alors, quand on a bien compris comment circule le PageRank et pourquoi, il y a des choses qu'on peut mieux appréhender et qu'on voit de manière plus claire, et des choses qui sont loin d'être intuitives. Donc là, je vous propose deux exemples simples, on va dire, mais dans la réalité, ce sont des choses qui arrivent tout le temps et sur des cas plus complexes que ce qu'on voit là, donc qui sont pas forcément faciles à saisir intuitivement. De l'intérêt aussi, justement, des calculs et des visualisations de type Cocon SE qui vous montrent vraiment ce qui se passe en ayant fait le calcul jusqu'au bout et pas juste suivant une intuition qui peut être fausse.
Donc, première chose intuitive, enfin contre-intuitive plutôt, c'est que faire un lien vers une page ne fait pas forcément monter le PageRank de cette page. Un petit exemple, j'ai ici donc une page dont je voudrais faire monter le PageRank interne, sauf que cette page, elle va jamais être isolée, elle va être reliée à d'autres pages. Et ici, il se trouve que cette page a un lien vers un ensemble de 3 pages qui se font des liens réciproques. Donc, j'ai ma grosse source de PageRank, un lien externe sur un super spot edu PR6 sur lequel je veux pousser cette page-là parce que c'est celle-là qui m'intéresse, sur laquelle j'ai une grosse expression. Et qu'est-ce qui se passe? Raisonnons en termes de surfeur aléatoire. J'ai mon surfeur ici, mes surfeurs qui arrivent sur cette page. Ici, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? Pas d'autre choix que de continuer d'arriver là. Et une fois qu'ils sont là, est-ce qu'ils peuvent revenir ici? Non, il n'y a pas de lien réciproque. Ici, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est tourner en rond parmi ces 3 pages-là. Donc ici, je voulais faire gonfler cette page-ci, et ce que j'ai fait gonfler, ce sont ces 3-là. Donc là, c'est un cas simple, puisqu'on n'a qu'un seul niveau, mais avec des structures plus complexes, on a le même type de phénomène. Et des fois, on veut envoyer des liens et faire monter une page, et c'est pas celle-là qui va gonfler, ça va être des pages parentes ou des pages juste en dessous qui vont gonfler. Donc ça, la simulation permet de le valider, de mettre ça en évidence. Mais déjà, si on raisonne en termes de surfeur aléatoire, qui va donc juste passer son chemin pour tourner en rond ici, plutôt qu'en termes de lien qui pousse, ici, ce paradigme qui est nettement faux, on a déjà une meilleure idée de ce qui se passe vraiment. Deuxième exemple, deuxième effet contre-intuitif du PageRank, le PageRank ne se transmet en fait qu'à une échelle locale, voire très locale. Il ne peut pas voyager sur des longues distances. Alors, voilà l'exemple, c'est un exemple type. Je vous laisse regarder un petit peu comment il se décompose. Donc ici, on a la page qu'on voudrait bien faire monter, et ici notre source de PageRank. Est-ce que vous voyez où est le loup dans l'histoire? Donc, quand je vous disais échelle locale, voire très locale. Ici, 1, 2, 3, on n'est qu'à 4 clics de notre page qui a toute sa réserve de PageRank. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on envoie un lien ici en se disant que cette page-ci va grossir, que le jus va se transmettre. Imaginons maintenant, raisonnons en termes de surfeurs aléatoires. J'ai mes surfeurs qui se trouvent ici, j'ai une énorme réserve de surfeurs ici, et ils arrivent sur cette page-ci. Mon surfeur qui arrive ici a une chance de continuer tout droit, mais c'est une chance sur 5. Il peut aussi partir ailleurs. Il finit par arriver ici, donc un surfeur aléatoire sur 5 qui arrive ici. Pareil, il peut continuer, mais il a 4 chances sur 5 de partir ailleurs. Celui qui arrive ici, pareil, une chance sur 5 seulement d'arriver là. Donc ici, on a un site avec un maillage extrêmement léger, puisque je n'ai représenté que 5 liens par page, et on a 5 x 5 x 5, 125. On n'a qu'une chance sur 125 que notre surfeur arrive là. On peut lâcher 100 surfeurs aléatoires d'ici, il peut très bien n'y en avoir aucun qui arrive sur cette page-ci. Et là, je suis avec une structure extrêmement légère, je n'ai que 5 liens par page. Imaginez un site avec un petit méga menu, une centaine de liens sur chaque page. C'est pas encore énorme, ça se retrouve dans la vie de tous les jours, on en trouve tout le temps des sites avec des menus, ou en tout cas 100 liens par page. C'est plus que courant, on a beaucoup pire que ça. 100 x 100 x 100, 1 million. Une chance sur 1 million d'arriver là. Donc on peut brancher ce qu'on veut comme réserve de jus comme page à OPR ici. Qu'est-ce qui va arriver ici? En pratique, rien. Donc le PR ne se transmet qu'à une échelle locale. Et si vous pensez
densité de maillage, méga menus, etc. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille et vous donner une idée de pourquoi les méga menus, sans même parler de tout ce qui est sémantique, juste en termes de circulation de jus, de répartition de jus, comment ça peut être quelque chose de catastrophique sur la circulation de votre PageRank interne. Donc, prenez le temps d'y réfléchir, regardez avec des visualisations ce que ça donne, comment se comporte votre site, faites des essais en supprimant votre méga menu pour voir ce que ça change, vous allez avoir des grosses surprises. Alors, le bon paradigme, comment raisonner? On a vu que quand on raisonne en termes de surfeurs aléatoires plutôt qu'en termes de liens qui poussent une page, on a des choses plus précises. Mais quand on met ça en parallèle avec des choses comme le PageRank qui ne se transmet qu'à échelle très locale, on peut trouver d'autres paradigmes peut-être plus simples pour expliquer comment circule le PageRank et comment mieux le sculpter, mieux le canaliser. Et ce paradigme, je l'appelle boucle d'or, donc à cause des boucles, les liens réciproques, à cause de la règle d'or, mais aussi en mémoire du conte Boucle d'or et les trois ours, que vous connaissez peut-être. Ce qui compte finalement pour faire gonfler le PageRank d'une page, ce sont les boucles, pas trop peu, un maillage qui n'est ni trop dense, ni trop peu dense, un site qui va être ni trop profond, puisque le PageRank ne va pas aller très loin, ni tout à plat, auquel cas tout serait réparti au même niveau. Donc il faut trouver le bon équilibre. Alors, voici un exemple de visu interactive sur cocon.se qui montre comment on peut se rendre compte de ça. Ici par exemple, donc ça c'était une représentation du site cocon.se lui-même, avec une page ici qui est à 1-2 clics de la home, mais qui récupère quand même beaucoup de PageRank. Elle a presque autant de PageRank interne que des pages ici qui sont dans la sidebar, le menu, qui sont des pages importantes. Et pourquoi est-ce que cette page, qui pourtant commence à être un petit peu profonde, a autant de PageRank? Eh bien, on le voit en mode interactif en demandant à voir uniquement les boucles. C'est que cette page fait des liens. Donc là, je sais pas, vous n'allez pas voir les liens vert clair qui sont ici, mais elle a des boucles avec beaucoup de pages, donc toutes ces pages oranges, mais aussi toutes ces pages vertes qui, elles, ont déjà beaucoup de PageRank. Donc elles participent à des échanges, à des boucles, avec toutes ces pages qui ont beaucoup de PageRank. Et donc, elle en récupère beaucoup. Donc, là, si on raisonne en termes de surfeurs aléatoires, on comprend aussi, ça renforce cette idée, on comprend pourquoi ces boucles sont importantes, puisque en termes de surfeurs aléatoires, si on a des surfeurs qui sont ici, quel que soit le chemin qu'ils prennent pour sortir de cette page, ils vont toujours trouver un chemin qui leur permettra de revenir. Et donc, comme ils vont toujours pouvoir revenir ici, ça augmente la probabilité de les trouver là, ça augmente le PageRank de cette page. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? D'un point de vue théorie des graphes, en fait, on prend un objet réel, un objet du monde réel, même si ici c'était un site web, mais on transpose cet objet réel en tant que graphe, en tant qu'objet mathématique. Donc, pour un site web, c'était encore quelque chose d'assez simple. Les pages qui sont les nœuds, les liens qui font les arêtes, on voit le parallèle assez facilement. Une fois qu'on a le graphe, on peut d'une part faire de la visualisation sur ce graphe, donc avoir une vue de son site, mais aussi faire des calculs mathématiques. Et ce type de calcul, par exemple, passer du graphe d'un site web complexe à un arbre couvrant qui va clarifier la situation et en gardant certaines propriétés, c'est quelque chose qui est utile et qu'on peut encore visualiser, l'arbre lui-même, qu'on peut retransposer à l'objet réel, le site, puisque le parallèle entre les deux est assez clair, et il y a donc des propriétés qu'on peut observer directement. Et ce va-et-vient qui est simple entre l'objet et
l'objet réel et l'objet mathématique, ici nous permet de comprendre énormément de choses. Il y a des cas où c'est un peu moins facile, donc site graphe facile. Dans le cas historique du pont de Königsberg, de Euler, les différents ponts qui sont les liens entre les nœuds qui représentent les îles ou les rives, on fait encore le parallèle assez facilement. Mais on peut faire plus et aller bien plus loin. Et en fait, là je vais m'arrêter là pour cette semaine, mais la semaine prochaine, je vous propose d'explorer un algorithme qui est beaucoup plus éloigné que ça de l'objet mathématique et qui a des applications concrètes, notamment pour le web, pour le SEO. Donc voilà, ruminez, faites vos tests avec NetLogo et la semaine prochaine, j'espère vous montrer quelque chose de concret qui vous sera utile dans votre boulot de SEO de tous les jours. Voilà, à la semaine prochaine, à bientôt.